En manchette ce soir, 2 feux de forêt au Témiscamingue. Une dizaine de personnes sont évacuées. Hier, nous avons eu beaucoup de missions d'amiraux-citernes qui ont grandement aidé à contenir ce feu. Une citoyenne de Montbéliard dénonce une coupe d'arbres illégale sur son terrain. Je ne sais pas comment décrire ça, mais j'en parle puis ça me met en colère, là. Et une paramédic accidentée lance un message de prévention. C'est ça que c'est un choc. D'habitude, c'est nous qui traitons les patients. C'est difficile de se voir en tant que patiente. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. Au Témiscamingue, 2 incendies en forêt se sont déclenchés hier en fin de journée et Kimberly, l'un d'entre eux, est complètement maîtrisé. Tout à fait, Mélissa. Le feu 115 près de la route 101 à une vingtaine de kilomètres de la municipalité de Témiscamingue est éteint en fait depuis quelques heures selon la SOPFEU. Toutefois, le feu 117 d'une superficie de 40 hectares est toujours actif à quelques kilomètres du lac Saint-Amand, oui, près de la municipalité de Béarn. Il est présentement contenu, donc les flammes, oui, ont arrêté de se propager et environ 16 pompiers et 3 avions-citernes ont été appelés pour surtout protéger 8 chalets proches du lac Saint-Amand. Et selon le maire de Béarn, Luc Lalonde, une dizaine de personnes ont été évacuées par prévention. D'ailleurs, il m'a confié par téléphone que la SOPFEU est arrivée juste à temps puisque les flammes étaient à seulement quelques mètres de ces maisons. La bonne nouvelle, c'est que les citoyens peuvent regagner leur domicile dès maintenant en étant accompagnés par les policiers de la Sûreté du Québec. Et le secteur est toujours sous surveillance. La SOPFEU fait aussi appel à la prudence. Rouyn-Noranda et du Témiscamingue, actuellement, le danger est quand même élevé. Il va le demeurer aussi jusqu'à dimanche. Donc, c'est certain qu'on demande aux gens de faire attention. On a une belle campagne actuellement qui tourne. Là. Évitons les feux évitables. Si on peut faire notre part puis faire attention à les 80 de feux qui sont causés par la négligence humaine, bien, ça serait déjà un bon coup de main pour nous sur le terrain. D'ailleurs, un autre incendie important d'une superficie de 134 hectares est en cours dans le Témiscamingue ontarien, près du lac Kerr. Pour l'instant, il n'a pas encore été maîtrisé. On l'espérons. En tout cas, merci Kimberly. Au plaisir. Et d'ailleurs, en parlant de forêt, c'est à Nord-Métal qu'avait lieu hier une formation sur la cueillette des morilles de feu, qui est un champignon d'une grande valeur qui pousse à même les cendres des feux de forêt. Alexandre Cabana a pris part à la chasse au trésor. C'est à quelques kilomètres au nord de Nord-Métal, là où les feux de l'an dernier ont fait des ravages à même la forêt de proximité, qu'un groupe de passionnés part à la recherche de la fameuse morille de feu. Après un avant-midi d'information et de formation, l'après-midi est consacré à la chasse sur le terrain. Renaud Longré, l'expert en mycologie, était sur place pour accompagner la bande et partager son savoir-faire. Ça, c'est une morille qui va pousser exclusivement dans les forêts incendiées l'année précédente. 2 ans après, il en reste peut-être quelques-unes, mais c'est terminé. Un feu de forêt, c'est l'occasion de profiter d'une manne qui va passer très vite et qui risque d'être généreuse si les conditions sont rencontrées. Quand elle est là, elle est là. Ça fait que on n'est pas là à chercher 15 morilles, mais plutôt 15, 20, 30, 40 kilos par jour. Là. Un restaurateur va payer entre 80 et 100 $ le kilo là, pour servir de la morille dans son restaurant. Pour les chasseurs de champignons, c'est l'occasion de voir repousser la vie là où le brasier est passé pour ensuite profiter des cadeaux insoupçonnés que peut offrir une jeune forêt. Ce qui m'a vraiment passionné ici, là, de dire hey, c'est vraiment unique, on va l'exploiter puis on va montrer aux gens que c'est pas juste du négatif derrière le feu. La chance qu'on a ici dans la forêt de proximité, c'est que les gestionnaires ont réfléchi différemment, puis ils ont permis la conservation de certains habitats de la morille. Non seulement ça, mais ils ont prescrit des opérations forestières qui vont permettre de démontrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser les deux, en fait. Hein? Alors, il n'y a pas à dire, la chasse est ouverte pour les amateurs de champignons. Et pour ce qui est de la morille de feu, on n'a pas encore trouvé la première de l'année pour le moment, mais elle devrait se pointer le bout du nez sur les terres brûlées dans les prochains jours. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Nord-Métal. Et on reste dans le thème du bois puisque nos citoyens du quartier Montbéliard dénoncent le club de motoneigistes de Rouyn-Noranda pour une coupe illégale d'arbres sur ses terres, un fait que reconnaît l'organisme qui accepte de négocier, Yvon Moreau. Évidemment, c'est la surprise. Ben, au début, elle me créait pas. Fait que j'ai été une deuxième fois, puis ça reste que
Fait un peu chenoute, là. En 2022, moi, j'habitais à Rivière-Eva. Puis en 2022, ils ont fait des démarches pour ouvrir le sentier pour aller jusqu'au dépanneur. Puis ils ont contacté tout le monde, sauf moi. Puis c'est sur ma terre qu'on a abattu 1600 têtes et plus. Fait que c'est vraiment difficile parce que depuis 2009 qu'on a acheté la terre justement parce qu'on voulait une forêt. Mon ex-conjoint il était biologiste au ministère de la Forêt. Puis une de nos priorités, c'était de favoriser la biodiversité. On a planté dans la forêt des arbres. Puis on arrive chez nous, puis j'ai plus de 1700 têtes de coupées. Le club de motoneige a fait ça sans ma permission, sans permis de coupe pour mon terrain. On demandait un permis de coupe pour le terrain voisin, mais il n'y a aucun arbre qui a été coupé là. Ils ne nient pas avoir fait ça, ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent. Ils m'ont fourni un tracé, mais le tracé n'est pas exact. Là. Moi, je sais, on avait fait arpenter notre terre, puis on avait fait une trail de chasse. Justement, ils ont été dans cette trail-là, puis ils ont tout dénudé ma watch. Tu fais pas ça, tu vas pas chez les gens, puis tu décides que tu coupes les arbres, puis endommager certains, il y en a qui ont été endommagés. Moi, j'attendais d'avoir vraiment les chiffres ce printemps, puis là, je suis dans les démarches. Premièrement, de les dénoncer publiquement parce que je voudrais pas que ça arrive à personne d'autre. Il y a personne qui mérite de se faire ça. Quand on a une terre, c'est parce qu'on est amoureux de la forêt, tu sais, on veut la préserver. En tout cas, dans mon cas, moi, c'est pas pour la battre. Je prenais même pas mon bois de chauffage, je le commande. Puis là, cette année, le bois qui a été à terre a été ramassé. Tout ce qui est pas loin de... En plus, on vous a volé votre bois. Exactement, on m'a volé, mais le bois. Salut tout le monde, ici Patrick Sénécal. Alors, restez des nôtres parce que dans quelques minutes, on vous parle du Salon du Livre qui a lieu à la Sarre. C'est la semaine des services paramédicaux au Québec et les équipes d'urgence insistent sur la prévention. En ce sens, Kimia Liberté a rencontré une paramédic de Rouyn-Noranda qui l'a, comme on peut dire, échappé belle la semaine dernière. Alors qu'elle filait vers une intervention d'urgence, une paramédic de Rouyn-Noranda s'est elle-même trouvée au cœur d'un accident vendredi dernier. Dès le début de notre corps de travail, on est appelé sur un appel, un accident de la route. On allait là en renfort comme deuxième équipe. Puis au moment d'arriver proche de la scène, on est rentré en collision avec un véhicule qui était à ce moment-là stationné sur le bord de la route. Heureusement, personne n'a été blessé dans l'altercation, mais la situation a tout de même été éprouvante pour l'ensemble de l'équipe d'urgence. C'est sûr que c'est un choc. D'habitude, c'est nous qui traitons les patients. C'est difficile de se voir en tant que patiente puis d'être pris en charge par l'équipe qui travaille avec nous d'habitude. Il y a toute la prise en charge au niveau de la santé physique, évidemment, donc d'aller faire évaluer les travailleurs à l'hôpital. Et ensuite de ça, mettre le filet de sécurité, si on veut, là, pour la santé psychologique aussi, là, qui est important dans des dossiers comme ça. Et justement, en pleine semaine des services paramédicaux, le superviseur de l'équipe qui était présent sur les lieux de l'incident rappelle qu'il est important de demeurer extrêmement vigilant envers les paramédics. Écoute, la semaine des paramédics cette année est intitulée « Aidez-nous à prendre soin de vous ». Donc, le message est clair. Hein? Puis, ce qu'on demande aux gens, là, c'est de nous aider lorsqu'ils nous voient ou nous entendent, là. De se tasser vers la droite, s'immobiliser au besoin, ralentir. Guillaume Leclerc souligne aussi que les paramédics ne sont pas insensibles aux interventions qu'ils doivent faire. D'ailleurs, un chien de thérapie fait partie de leur équipe pour apaiser les premiers répondants et les personnes accidentées. Quand on vit des situations stressantes là, comme celle qu'on a vécue la semaine dernière, on va faire ce qu'on appelle les désamorçages psychologiques. Donc, à ce moment-là, Biscotte va rentrer en contribution là, pour désamorcer un petit peu la situation. Ensuite, je m'en sers aussi chez différents types de patients, des enfants, entre autres, des patients en soins palliatifs. C'est principalement son rôle, là, c'est d'être là en soutien psychologique. Kimilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. L'UQAT annonce la création d'un partenariat de recherche mettant au premier plan les Premières Nations et le secteur minier. Le projet vise à mettre de l'avant les personnes autochtones dans le développement économique de l'Abitibi-Témiscamingue. Félix Blaquière. Stratégie de création d'entreprises de services Anishinabek dans le secteur minier. C'est le nom du projet de recherche de l'UQAT en collaboration et en coopération avec des gens issus des Premières Nations et le secteur minier. OK, on veut retenir les services des entreprises Anishinabek, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est un projet qui vise vraiment à établir des stratégies de création d'entreprises Anishinabek en Abitibi-Témiscamingue.
Il est assez récent que les personnes issues des Premières Nations soient incluses dans le dialogue avec les compagnies minières, comme l'affirme une représentante du secteur. Ainsi, ce projet de recherche se veut significatif pour le développement économique, mais aussi social, des communautés autochtones participantes de la région. Mais ça va permettre aussi de voir les autres opportunités qui pourraient avoir lieu dans l'industrie minière, de bien encadrer ça, puis aussi de permettre à savoir c'est quoi que les employés, c'est quoi que les travailleurs veulent faire aussi dans l'industrie minière, puis au niveau des conditions de travail. Je pense qu'on devrait commencer à avoir des résultats préliminaires au cours de la prochaine année. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait un rayonnement de cette étude-là qui puisse être transposée, oui, pour les communautés en Abitibi, au Témiscamingue et dans le Nord, parce que c'est les régions que mon bureau d'affaires, on descend, mais pourquoi pas ailleurs au Québec, pourquoi pas ailleurs au Canada? Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On va au Témiscamingue maintenant, puisque la MRC demande l'aide d'urgence du premier ministre François Legault pour faire face à la crise forestière qui touche le territoire. Des rencontres sont d'ailleurs prévues prochainement, entre autres avec la ministre des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina. La préfète de la MRC est plutôt confiante que le gouvernement réussira à repousser au 1er septembre de cette année le licenciement des employés de l'usine Rayam au Témiscamingue. Les demandes qu'on a faites sont des demandes d'urgence. Les besoins qu'on a sont des besoins immédiats. Les actions qu'on attend du gouvernement sont des actions concrètes et rapides. On avait mis de l'avant dans la lettre adressée au premier ministre qu'on demandait qu'il intervienne pour nous donner le temps d'identifier des actions possibles pour maintenir les usines et d'intervenir pour empêcher le démantèlement de tout le réseau à Témiscamingue. Un autre projet de construction de bâtiments est en cours à Malartic. C'est celui d'un immeuble de 14 logements sur le chemin du camping. Et il s'agit d'un investissement de 2 millions de dollars. C'est la société PMJ Construction Inc. qui est en charge du projet. Les travaux d'excavation ont d'ailleurs débuté cette semaine, alors que ceux de construction vont commencer dans les prochains jours pour se terminer à l'hiver 2025. Et les nouveaux logements seront donc disponibles dès le printemps 2025. Dans un autre dossier, Québec octroie près de 1,1 million de dollars pour accompagner les personnes victimes d'infractions criminelles. Le but, c'est de réaliser 13 projets, dont un qui touche l'Abitibi-Témiscamingue, plus particulièrement Val-d'Or, et c'est celui de la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, qui est un soutien de proximité pour les proches des victimes. Et cette année, les projets vont permettre également de sensibiliser les personnes victimes et les Québécois quant aux différentes formes que peuvent revêtir les violences sexuelles et conjugales. Sur notre sujet, la rareté des logements ainsi que le prix de ceux-ci pousse de nombreux jeunes à quitter la région pour les grands centres. C'est l'une des principales conclusions des jeunes péquistes qui ont visité plusieurs villes ici en Abitibi-Témiscamingue afin de prendre le pouls des enjeux qui touchent les jeunes de la région. Le président régional jeune de l'Abitibi-Témiscamingue, Benjamin Brassard, et le membre du parti, Olivier Charland, ont coordonné cette tournée. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, remarquez-vous un exode des jeunes en dehors de la région? Vous avez répondu oui à 56%. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Hey, salut tout le monde, c'est Alexis Dumont et je me trouve actuellement à la Cité de l'Or. Et restez des nôtres puisqu'après la pause, je vous amène à la 60e édition de la compétition provinciale de sauvetage minier. Vous voulez vraiment pas manquer ça. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services. Que ce soit pour de l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils, les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
La 60e édition de la compétition provinciale de sauvetage minier se déroule actuellement à la Cité de l'Or. 11 équipes d'un peu partout au Québec sont venues participer à plusieurs séries de simulations d'épreuves se rapprochant de la réalité. Alexis Dumont. La compétition annuelle de sauvetage minier est l'occasion pour plusieurs de vivre une pratique se rapprochant de la réalité. Les participants sont confrontés à de multiples épreuves et séries de simulations complexes. Les sauveteurs sont mesurés à la fois sur la direction des opérations de sauvetage, sont mesurés sur leur capacité à venir en secours en premiers soins, sont mesurés également sur l'intervention à éteindre et localiser des incendies. C'est le moment où les sauveteurs peuvent démontrer leur savoir-faire. Et puis, c'est la meilleure pratique annuelle qu'ils peuvent pas avoir. Les épreuves sont organisées hors terre et sous terre. Le directeur de la santé et sécurité de l'Association minière du Québec considère la Cité de l'Or comme un site parfait pour que les participants puissent atteindre leur sommet personnel. C'est le plus proche qu'on peut retrouver parce que c'est une vraie mine qui a été en opération dans le passé. Alors, les équipes de sauvetage adorent venir faire leur compétition ici. On ne peut pas avoir un meilleur environnement que ça. Là. Puis on peut utiliser toutes les installations de la Cité de l'Or. Les organisateurs ont décidé cette année pour la 60e édition de faire passer le nombre d'équipes de 6 à 11 dans la compétition dans le but de faire profiter le maximum de participants possible. Cette année, étant donné que c'est le 60e anniversaire, on a décidé d'inviter toutes les équipes. Alors, presque toutes les équipes participent. On a 11 équipes en compétition. La 60e édition n'étant même pas terminée, les organisateurs ont déjà les yeux rivés sur 2025 avec bien des ambitions. Puis l'année prochaine, on a déjà en tête là, la 61e pour donner du challenge à nos sauveteurs miniers du Québec. Des compétitions amicales auront lieu demain pour clôturer cette édition 2024. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, la 48e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue a commencé depuis hier à l'Aréna Nicole-Auto de La Sarre. Oui, Mélissa, comme vous pouvez le voir, ça grouille de monde à la 48e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue qui va se dérouler jusqu'au 26 mai prochain. On a tout plein d'invités, tout plein d'activités pour les fins, pour les fous. Et on a eu la chance de rencontrer l'auteur Ghislain Tachereau, tout droit sorti de l'aéroport de Rouyn-Noranda, mais également l'auteur Patrick Sénécal qui est venu nous jaser un petit peu de son tout nouveau livre. Les salons de région comme ça, c'est mes préférés de toute façon. On voit tout le monde, on a le temps de jaser au monde. Les auteurs, on se rencontre tous, on va manger aux mêmes places. Ceux à qui on signe des livres dans la journée, on les revoit des fois au resto, on les revoit dans un bar. Tout ça, c'est bien fun. Cette espèce d'ambiance très communautaire, pour moi, c'est ça qui est le plus fun dans les salons du livre. Une fin de semaine bien occupée où est-ce qu'on va pouvoir voir également et lire, bien sûr, votre roman Civilisé, qui est juste ici. On pourrait le décrire comment, ce roman-là? Bien, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, dans le sens que c'est pas un roman d'horreur, c'est un thriller, mais avec de l'humour. C'est très humoristique. On est supposé de rire beaucoup, mais on rit jaune. Là. Plus le roman avance, plus on rit jaune. C'est 12 personnes qui se retrouvent sur une île où ils doivent faire une expérience scientifique, qui sont filmées. Ça ressemble un peu à une télé-réalité, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a un jeu d'élimination qui est supposé d'être, simulé, mais qui va devenir de plus en plus dangereux. Puis je ris un peu, je critique un peu les extrêmes en ce moment, les gens qui sont très campés dans leur position extrémiste. Alors autant les jeunes que les vieux. C'est ça, c'est un thriller humoristique qui veut un peu critiquer l'air du temps en ce moment. Le but principal du Salon du livre, c'est venir rencontrer les lecteurs. Alors, on les rencontre. Alors, faut pas que les gens aient peur. Il y en a qui disent, des fois, ils s'approchent de mon kiosque et ils font « Ah, pour vous signer mon livre, je ne vais pas vous déranger. » Je fais « Mais non, on est là pour ça. Là. On est assis à nos tables puis on attend que les gens viennent nous voir pour venir nous jaser, pour venir signer les livres. » Alors, gênez-vous pas, c'est exactement ça le but du salon, finalement. Mon premier roman jeunesse chez Soulière Éditeur, Simone Nambule et Monsieur 8. C'est une petite fille qui fait du bricolage, qui ramasse des trucs quand elle revient de l'école, qu'elle trouve un peu partout, des bouts de roche, des branches et tout ça. Puis elle fait des organisations dans sa chambre, elle fait des petits bricolages. Et la nuit, quand elle tombe en somnambulisme, tout ça s'anime et rentre en interaction avec elle. Fait que c'est vraiment très, très pété, très absurde.
Puis je me suis dit, je vais écrire quelque chose que moi, j'aurais aimé lire quand j'étais jeune, puis que j'avais cet âge-là, mettons 6 à 10 ans, là, 6, 10, 11. Et je pense que le pari est réussi, puis je suis très heureux de ce que ça donne. Je suis très heureux des commentaires que j'ai eus. Collection Jeunesse a accepté de mettre ça dans sa liste, ce qui n'est pas rien. Ceux qui ont aimé mon imaginaire à la télé, là, dites-vous que là-dedans, dans mes romans, c'est mon imaginaire fois 1000 parce que j'ai aucune contrainte de budget. J'ai aucun producteur qui me dit « Ah, ça coûte trop cher. Tu veux mettre une limousine dans ce chapitre-là, ça coûte trop cher. » Je peux en mettre 8 milliards de limousines dans un chapitre pourvu que ça tienne, pourvu que ça soit cohérent avec mon histoire. Donc, venez retrouver ma folie, mais ma folie totale avec ma seule limite, mon imaginaire, dans mes romans amouristiques. Et vous ne serez pas déçus. Soyez avec nous après la pause puisque 2 athlètes du club de Juvaldo de Val-d'Or et du club de judo de Rouyn-Noranda prennent part en ce moment au championnat canadien de judo. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les athlètes du club Juvaldo de Val-d'Or et du club de judo de Rouyn-Noranda prennent part en ce moment au championnat canadien de judo qui se sont ouverts hier à Montréal. Zachary Mainville et Thomas Varolin de Rouyn-Noranda ont mis la main hier sur l'argent dans la catégorie U23. Guillaume Gaulin de Val-d'Or est deuxième favori dans ce tournoi chez les seniors de moins de 90 kilos. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, il faudra faire attention puisqu'il y a un avis de gel en Abitibi. La température sera près du point même de congélation cette nuit. Sinon, pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé dans la région. Il fera un minimum de 2 et 5 degrés. Pour demain, on s'attend à des nuages avec quelques averses le matin sur tous les secteurs et un risque d'orage au Témiscamingue. Il y aura un maximum de 13 et 17 degrés. Et le petit aperçu pour dimanche, eh bien, c'est le retour du soleil au nord comme au sud avec un beau maximum de 24 degrés. Et je termine avec Québec qui octroie une aide financière de près de 120 000 $ au Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Sur ce, je souhaite de passer une belle fin de semaine. Profitez et on se retrouve lundi.